Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce HDQ. On est ravis de vous recevoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec Natania, une journaliste chez Marcel, fondatrice de Marcel. Bonjour Natania. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et on est, vous verrez, sur un magnifique plateau qui est au Théâtre National de la Criée. Et on les remercie beaucoup de nous accueillir encore une fois pour cette émission. Natania, aujourd'hui, on reçoit une héroïne, une super héroïne. Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors on reçoit aujourd'hui Pauline Deluca, qui est une jeune femme engagée, comme il se doit. Et Pauline, elle est la responsable de l'antenne marseillaise de La Cloche. Juste deux mots sur La Cloche, c'est une association qui se trouve à Paris, qui a des antennes un peu partout en France, et dont le cœur de métier est de mettre en lien les SDF, les gens qui vivent à la rue, les sans-domicile, avec des commerçants d'une part, et puis avec tous les citoyens qui ont envie de leur tendre la main. Voilà, mais Pauline Deluca va vous raconter tout ça très très bien. La Cloche, c'est une super initiative qui remet du lien dans les quartiers entre ces gens et les habitants de ce quartier. Donc c'est magnifique, on en parle tout de suite sur le plateau d'HDQ. Bonjour Pauline Deluca, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de HDQ. Pauline, tu es la responsable de La Cloche Marseille. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon un petit peu schématique ce qu'est La Cloche et quelles sont toutes ses ramifications à Marseille ? Merci déjà pour l'invitation. Merci à tous les deux. La Cloche, alors La Cloche, c'est en fait une association nationale qui est présente à Marseille, qui est présente dans 10 villes en France. Et elle est partie d'un constat, il y avait 330 000 personnes qui sont sans domicile en France. Et à côté de ça, on a fait le constat qu'il y avait 83% des personnes sans abri qui souffraient du rejet des passants, et à la fois 94% des citoyens qui avaient envie d'agir. Et de ces constats-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on crée ? On a créé un réseau de commerçants solidaires qui s'appelle le Carillon. Il y a plus de 1500 commerçants solidaires partout en France et plus d'une centaine à Marseille. Donc, ils sont solidaires auprès des personnes sans abri parce qu'ils ouvrent leurs portes aux personnes sans domicile pour tout type de service. Ça peut être recharger son téléphone, ça peut être avoir accès aux toilettes, ça peut être garder le sac de la personne le temps d'aller faire une activité ou quoi que ce soit. Il y a des commerçants qui vont, eux, encore un peu plus loin et qui proposent des produits en attente. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe du café suspendu, le café en attente, voilà. Donc, on paye 1 € de plus pour une personne qui n'a pas les moyens. Donc, aujourd'hui, ce sont des cafés, mais c'est des repas, c'est des coupes de cheveux, c'est des places de cinéma, places de concert. Enfin, voilà. On a essayé d'étendre pour vraiment proposer aussi aux citoyens de s'engager dans la lutte contre la grande exclusion des personnes sans domicile. Et du coup, voilà, donc La Cloche, c'est ce réseau de commerçants solidaires avec ces commerçants vraiment qui sont très engagés sur le territoire, mais c'est aussi du coup des bénévoles et des citoyens donc qui peuvent aller consommer solidaire, qui peuvent devenir eux-mêmes bénévoles. Et la spécificité qu'on a à La Cloche, c'est que les bénévoles, ils peuvent être avec et sans domicile. Du coup, on a des personnes concernées par le sans-abrisme qui sont elles-mêmes bénévoles. Donc, on parle de bénévolat inclusif, pour nous c'est hyper important. Et on propose pour le grand public, pour toujours essayer de lutter contre cette exclusion, tout type de formation, des fresques de la rue, enfin voilà. C'est vraiment la partie vraiment engagement citoyen qui est aussi importante pour nous. Quand on est dans la rue, a priori, certains ont des portables, mais on n'a pas forcément le réseau, les bonnes communications. Comment ces personnes-là, qui sont un petit peu démunies, sans abri, ont connaissance, peuvent savoir où s'adresser, où taper et ce qu'elles peuvent attendre de tel ou tel commerce. Comment ça fonctionne pratiquement ? En fait, c'est les commerçants qui sont solidaires. On a un petit autocollant, il y a marqué le Carillon, commerçant solidaire, et ensuite sont édités tous les pictogrammes qui correspondent aux services que le commerçant peut rendre et les produits en attente qu'il peut y avoir. Et du coup, à la vitrine, on voit s'il y a des cafés en attente, s'il y a des coupes de cheveux en attente directement. Et nous, auprès du public concerné, on fait ce qu'on appelle des rencontres de rue. Donc, c'est comme une maraude de lien social. Mais là, pour le coup, on va rencontrer les personnes, on leur explique qu'à côté d'eux, ils ont des commerçants qui sont solidaires et on leur donne un petit carnet. On a un petit carnet avec tous nos commerçants qui sont répertoriés par quartier. Et du coup, nous, on fait cette distribution aussi auprès de tous nos partenaires qui rencontrent du public de la rue pour que ce soit vraiment visible et que les personnes puissent y avoir accès à ces services. Et je crois que finalement, on sous-estime aussi un peu le nombre de personnes sans abri qui ont accès au mobile. Parce qu'en fait, il y en a de plus en plus qui ont en fait accès au mobile. Plus de 70% à peu près de la population sans abri qui a accès en réalité aux services d'application, etc. Alors,
Avec des coupures. Hein. Ils n'ont pas tous un forfait permanent, mais j'allais dire, en fait, c'est plus le problème du forfait. Mais c'est plus le problème du forfait. Mais en fait, ils ont. C'est pour ça que se développe beaucoup, je crois, d'applications justement qui permettent aussi d'accéder plus directement à ça. T'as pas fait que la cloche. Non. T'as commencé un peu avec la cloche, je crois, à Paris, puis t'es parti voyager en Afrique pour accompagner d'autres choses. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené jusqu'à Marseille dans ce parcours? J'ai commencé donc dans des études rien à voir, je faisais de la RSE au départ et j'avais envie de faire, je faisais beaucoup de bénévolat à ce moment-là et j'ai découvert la cloche. Donc j'ai voulu faire un service civique pour amener vraiment cet engagement un peu plus loin que juste du bénévolat à la fin des cours. Et du coup mon service civique m'a amené ensuite à être coordinatrice du projet du Carillon à Paris. Et puis voilà, j'avais un peu envie de bouger, d'aller voir autre chose et du coup je suis partie à ce moment-là au Sénégal faire un volontariat. Et puis ensuite, moi je viens du coin, donc j'avais vraiment envie de revenir sur Marseille. Et du coup, on m'a proposé un poste de responsable à Marseille. C'était hyper important pour moi de revenir aussi à la cloche. C'est une association que j'apprécie beaucoup. J'avais beaucoup aimé à Paris, mais c'est vrai que là, de revenir à Marseille et pouvoir faire des projets vraiment marseillais, pour moi, c'était important. Donc voilà, j'ai foncé. Ça fait depuis plus d'1 an maintenant que je suis à la cloche et très contente de tous les projets qu'on développe sur Marseille. C'est quoi justement à Marseille l'accueil que les commerçants réservent à cette initiative? Vous allez les chercher, ils entendent parler de vous, ils sont très partants ou c'est compliqué? Ouais, alors on a de la chance sur Marseille, on a un super réseau de commerçants solidaires, donc plus d'une centaine de commerçants qui proposent des services, mais surtout qui proposent des produits. Et à Marseille, on a réussi à créer un programme qui s'appelle Mon Taf Solidaire, où du coup les commerçants, en fait, eux nous ont ressorti donc en 2021 à peu près. Ils nous ont dit, nous on aimerait bien embaucher des gens de la rue, on a besoin. Il y avait vraiment ce besoin des restaurateurs notamment, qui nous disaient on n'arrive plus à embaucher suite au Covid des extras pour des petites missions, et on aimerait bien donner leur chance à des personnes sans abri, notamment des personnes qui sont bénévoles à la cloche, du coup qui sont quand même passés par un processus de remobilisation qui pourrait aller vers de l'emploi. Et nous, on avait nos bénévoles qui effectivement font quasiment, pour 80% de nos bénévoles à Marseille, ce sont des personnes en situation de précarité qui, elles, font 40 heures de bénévolat par semaine. Et c'est vrai qu'on a toujours, nous, été gênés du coup de ne pas pouvoir les indemniser. Donc on a trouvé ça génial. Et du coup, depuis 2 ans maintenant, on développe Mon Taf Solidaire. Donc vraiment, ça montre l'engagement des commerçants marseillais qui va bien plus loin que les commerçants d'autres villes où pour l'instant, ce programme-là, il est vraiment marseillais. On aimerait bien l'étendre un peu partout. Mais c'est vrai qu'il marche très très bien ici parce qu'on a des commerçants très engagés. C'est pas réservé qu'à ces commerçants-là, c'est pas réservé qu'aux 100 commerçants, Mon Taf Solidaire. Non, mais alors on essaie quand même de se dire qu'il faut passer par tout un processus pour pouvoir être commerçant employeur. C'est vraiment, il faut d'abord avoir connu un peu le public de la rue, donc l'avoir, tu vois, au sein du Carillon. C'est mieux d'avoir été Carillon quand même avant pour pouvoir... Les personnes ne rentrent pas directement parce que nous, on accompagne du coup le commerçant à être plus inclusif. Et c'est vrai qu'il faut qu'il ait suivi une petite formation que nous on donne. Et ensuite, on essaie d'avoir fait un événement avec eux pour vraiment qu'ils comprennent aussi l'ADN. C'est pas facile d'embaucher des personnes de la rue, donc ils comprennent aussi dans quoi ils s'embarquent avant de se lancer directement. Alors, au temps de Coco Velten, il y a eu une chorale et il y a eu du jardinage partagé. Vous pouvez poursuivre ces activités ailleurs ou ça s'est interrompu, sans suspens, ça donne quoi? Ouais, on a réussi à continuer, heureusement. Coco Velten, effectivement, nous, c'était le lieu dans lequel déjà on avait nos bureaux, mais ensuite c'était un de nos meilleurs commerçants, une de nos meilleures vitrines, parce qu'on pouvait y faire beaucoup de choses. Mais non, la chorale continue. La chorale se retrouve quand même tous les jeudis soirs au CCO Velten, donc on n'est pas très loin finalement, c'est juste en face. Et ensuite, ils font des représentations un peu partout dans Marseille. S'il y a des festivals, des fêtes de quartier et tout ça, il ne faut pas hésiter à contacter les choristes, donc chorale qui est composée de personnes avec et sans domicile, toujours. C'est une grosse chorale. Ouais, ils sont une quinzaine maintenant. Ouais, les choristes. Ouais. Alors la chorale s'appelle la chorale Tous Égaux, parce que voilà, tous égaux. Mais oui, nous on les appelle les choristes quand même. Ouais, oui. Et du coup, il y a la radio qui a pu reprendre. Effectivement, la radio qui avait très bien marché pendant aussi la période du Covid. Du coup, la radio confinée, là qui s'appelle Radio Voix Croisée. Donc on a repris un peu la même dynamique. Et là, on est dans le panier. On est chez un de nos partenaires aussi à l'atelier de Mars. Donc voilà, un lieu assez calme. On aimerait bien toujours nous le faire chez des commerçants, mais vraiment avec le brouhaha, c'est un peu difficile pour la radio. Et puis le jardin continue. Il y a un nouveau jardin, c'est le jardin du refuge, dans le panier, où on accueille effectivement les habitants avec et sans domicile ensemble pour jardiner. Alors le prétexte, c'est le jardinage, mais voilà, l'idée c'est vraiment du lien social. Et puis toujours le jardin de Rufy, dans le 3e arrondissement. Voilà, l'idée aussi de la cloche, c'est qu'on est présent partout dans Marseille, et du coup, par ces activités, on essaie de faire venir aussi les habitants du quartier, pour que ce soit vraiment une solidarité de quartier vraiment qui soit présente dans ces activités. Et comment vous arrivez après à pérenniser ces passerelles?
Parce que évidemment, les voisins du coup se rencontrent avec leurs voisins de la rue. Est-ce qu'il y a des histoires qui se créent? Est-ce qu'il y a des gens qui du coup se voient en dehors et vous le savez après? Comment ça se pérennise tout ça? C'est vraiment l'idée de la cloche. C'est dire que nous, on met des petites graines, on essaie de créer, souvent par le réseau de commerçants solidaires ou par le réseau du jardin et tout ça, une vraie solidarité de quartier, mais qu'ensuite, nous, on n'est plus là. Alors, on sait des années d'après qu'en fait, il y a un gars de la rue qui a été embauché par un des commerçants là pour juste faire la sécu ou j'en sais rien, sur un petit taf comme ça. Des fois, on voit nos bénévoles aussi qui deviennent bénévoles dans d'autres associations de quartier grâce à ce lien-là. Voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre ces petites graines. Ensuite, il se passe plein de choses. Effectivement, on sait que l'impact, il est hyper important, mais il y a des commerçants qu'on vient voir 2-3 mois après leur début. Ils nous disent, oui, il y a une famille qui vient tous les midis manger. Ils viennent manger même avec les salariés du resto. Mais c'est trop bien. À la limite, c'est vrai qu'on a du mal, entre guillemets, à pérenniser vraiment ces liens-là. Mais une fois que c'est fait, super. Et même si c'est en dehors de la cloche, tant mieux. Tant que ça résonne, cette solidarité qui résonne, c'est ça le but. Et parmi tous les services qui sont proposés par les commerçants, ce sont lesquels qui sont les plus demandés, les plus utiles? Est-ce qu'il y en a qui reviennent plus souvent et qui sont plus importants? Oui, recharger son téléphone. Comme on disait tout à l'heure, en fait, beaucoup ont des smartphones. Et donc, recharger son téléphone, avoir accès à du Wi-Fi. Parce que c'est ça aussi, tant mieux si on peut avoir un forfait, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc, vraiment, l'accès au Wi-Fi est important. Avoir quand même l'accès aux toilettes, parce qu'il y a peu de toilettes publiques, finalement. Et puis après, ça va être... Sanitaires en général, d'ailleurs. Oui, les sanitaires. Les toilettes. Oui, bien sûr. La douche, mais il y en a peu de commerçants qui proposent quand même les douches, parce qu'ils ont peu de douches aussi à proposer. Mais oui, c'est des gros besoins. Et sur Marseille aussi, le besoin en bagagerie, donc besoin de laisser son sac quelque part, le temps d'aller faire une activité, un truc administratif. Je dirais que c'est les plus gros besoins qu'il y a en ce moment. Après, il y a les produits en attente aussi. Oui, c'est ce qu'on appelle les produits suspendus, c'est ça que vous vous appelez, exactement, oui. En attente, on dit en attente de récupérer, mais ou suspendus, effectivement. Malheureusement, on voit qu'il y a de plus en plus de besoins alimentaires, effectivement, sur Marseille. Donc du coup, maintenant, on essaie aussi un peu de relancer ces produits-là aussi. Et ces commerçants qui peuvent s'engager. C'est surtout alimentaire, donc c'est du pain, des plats, des plats chauds. Nous, ce qu'on voudrait à la cloche, c'est que tout le monde puisse manger au chaud, un bon plat de qualité, et puis surtout attablé comme n'importe qui. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, on va avoir aussi des restaurateurs pour pouvoir proposer ces produits-là et que la personne puisse s'attabler comme n'importe qui, comme n'importe quel client, finalement. Vous êtes combien à la cloche à Marseille, entre l'équipe, les bénévoles et les bénévoles de la rue? Comment ça... On est 3 salariés sur Marseille, donc du coup moi je suis la responsable et j'ai 2 coordinatrices, l'une du carillon et l'autre du coup sur le programme montage solidaire. Et ensuite on a une 40aine de bénévoles actifs. Vraiment. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, avec une 30aine qui sont sans domicile pour le coup, ou en situation de précarité. Certains sont sortis de la rue, mais pour le coup sont encore avec des grosses difficultés. Et une dizaine qui sont du coup habitants sans difficulté, disons. Quand vous avez ces bénévoles avec vous, qui, tu le disais, ils s'engagent parfois 40 heures par semaine, alors qu'ils sont eux-mêmes dans cette situation-là, comment ça se transcrit dans leur propre sortie de la rue? Parce que, effectivement, quand on est si engagé que ça, on a peu de temps peut-être pour des démarches administratives à côté. Comment vous les aidez du coup? Comment vous leur rendez un peu l'appareil vis-à-vis de ce temps qu'ils accordent à la cloche? En fait, la cloche, c'est vraiment le premier acteur qui va les remobiliser. C'est-à-dire que nous, on va aller les rencontrer. Donc, je parlais tout à l'heure des rencontres de rue. C'est vraiment, on va rencontrer la personne. Elle va dire, ah mais génial, vous faites du jardinage. Moi, je suis ancien agriculteur. J'aimerais trop pouvoir venir y apporter ma petite touche. Et du coup, là, on va le faire venir. On va le remobiliser. Et ensuite, on va lui faire se rendre compte qu'en fait, il est complètement capable. Et ensuite, là, voilà, en discussion, on a beaucoup de discussions informelles avec les personnes. Donc, nous, on n'est pas accompagnateurs sociaux, mais par contre, on s'est très bien orienté aussi. On a tous les partenaires sur Marseille. On sait vraiment aussi vers qui orienter. Et du coup, les personnes, voilà, c'est plus de la remobilisation finalement. Et ensuite, ils ont un peu ce truc de pouvoir redonner ce qu'ils ont eu quand ils ont réussi à sortir de la rue. Et pour eux, ça, c'est hyper important. Et ils connaissent très bien les lieux. Donc, quand on va faire des rencontres de rue, c'est attendez, mais là, il y a Roger, il est top, attendez, on va le voir. Voilà. Et puis, nous, ça légitime aussi beaucoup nos actions, du coup, de dire que c'est pas nous qui souhaitons en tant que salariés c'est vraiment les personnes de la rue qui construisent elles-mêmes, pour elles-mêmes, des solutions et elles vont aussi à la rencontre directement des commerçants ou ça passe forcément par vous? Non, elles y vont directement. Elles y vont directement. Ouais. En fait, nous, on est vraiment... mobilisent aussi les commerçants directement pour leurs propres besoins.
Et c'est vraiment dans cette idée, nous on accompagne vraiment les habitants avec et sans domicile vraiment à aller vers, mais aussi aller vers les commerçants, aller vers... Et en fait du coup l'idée c'est qu'on accompagne nos bénévoles parce qu'ils ont vraiment des gros besoins mais là moi je vois des parcours de bénévoles qui sont là depuis 3-4 ans avec nous, qui aujourd'hui voilà, on a réussi à trouver du travail ailleurs, qui sont bénévoles au Makeda, je sais pas, parce qu'ils ont été en lien avec la cloche. Moi, je trouve ça génial, que ça puisse être un tremplin pour ces personnes-là et pour sortir de la rue, pour retrouver confiance en elles. Pourquoi pas pour trouver un emploi avec Mon Taf Solidaire, mais aussi pour certains juste être mobilisés, s'être refait des amis et après, voilà, ils nous disent c'est bon, j'ai réussi à refaire mes papiers, entre guillemets, juste parce qu'on leur a donné ce petit élan. Exactement, ce petit élan. Donc non, c'est le chouette parcours en tout cas qu'on a. Ah, c'est top. C'est positif parce qu'on entend assez rarement finalement parler de sortie de rue. Enfin, on a l'impression que c'est un système qui s'auto-entretient et que les gens ne s'en sortent pas ou vraiment c'est des galères sans fin. Et là, vous parlez quand même de sortie de rue, de rebond, donc moi je trouve ça super. Ouais, il y a de belles histoires. Nous, pour le coup, on a de belles histoires à la cloche, mais peut-être qu'effectivement, on les communique pas assez parce que il y a des choses très très chouettes qui se passent. Alors oui, il faut pas se leurrer. Il y a quand même de plus en plus de personnes à la rue, mais ça veut pas dire que celles qui le sont et qui ont vraiment envie de s'en sortir, parce que c'est vrai que nous, ce qu'on dit aussi à la cloche, c'est que finalement les très 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 marginaux qui sont quasiment plus dans notre société, enfin qui sont vraiment dans leur bulle, même nous à la cloche on n'arrive pas à les approcher. Enfin, ils ont pas envie. Donc on va leur parler d'une chorale, c'est pas des personnes qui ont qui vont avoir envie de venir avec nous. Mais par contre voilà, si elles ont envie, à un moment, si elles ont envie au moins aussi de s'approcher, on va pouvoir. Puis en allant directement vers elles, on fait déjà ce premier pas en les remobilisant comme ça. Et ensuite, il y a de belles histoires. D'ailleurs sur ces premières approches, parce que comme tu dis, il y en a qui sont un peu perdus à la rue, qui sont très très loin du lien social même, ne serait-ce que ça, etc. Il y a beaucoup de violence, en particulier pour les femmes, etc. Comment vous arrivez à lier ce premier pas de confiance? Parce qu'en fait, la première étape, c'est ça, c'est déjà accepter d'échanger, accepter de vous parler. Est-ce que c'est justement parce que face à eux, c'est des bénévoles qui sont eux-mêmes à la rue? Est-ce que c'est en gros le bouche à oreille de la rue qui permet ça? Qu'est-ce qui permet de sauter ce pas pour les gens et de rentrer à la chorale Oui, voilà. Tu vois, voilà. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le premier truc, c'est de la confiance. Et en fait, nous, on y retourne tout le temps. Toutes les semaines, on va voir les personnes. La première fois, elles n'ont pas envie. La deuxième fois, elles nous disent d'aller nous faire foutre. La troisième fois, elles vont dire attends, aujourd'hui, je me suis sentie un peu mieux. Ok, bon, c'est qui? Tiens, elle revient. Et en fait, il y a vraiment ce côté où on revient. Après, donc ça, c'est un premier truc où on vient régulièrement. On va voir régulièrement les personnes. On ne désespère pas et on voit si elles ont envie. Et un jour, si elles ont envie. Après, si elles n'ont pas envie, encore une fois, c'est elles que ça regarde et il n'y a aucun problème. Mais et aussi le fait que ce soit des personnes de la rue qui viennent directement leur parler, ça, c'est un atout énorme pour nous. Parce qu'ils viennent leur dire, nous, on n'est pas là pour vous déranger. Si vous avez envie, on vient. Est-ce que vous voulez un café? Est-ce qu'on a la bonne posture? Et aussi, on n'est pas des travailleurs sociaux, justement. On n'est pas le SAMU social. On ne vient pas avec les chasubles. En fait, on est citoyen. C'est ce qu'on leur dit, d'ailleurs. C'est pour ça que nous, on donne les billes à toutes les personnes de pouvoir aller vers les personnes sans abri. Donc, quelle posture avoir et tout ça. Pour que ça puisse être un truc hyper facile de se dire, tiens, j'ai envie d'aller parler au gars qui vit en bas de chez moi, que je suis encore jamais allée voir. Et puis voilà, c'est une relation de confiance qui se crée comme ça aussi, en disant, moi, je ne vais pas te sortir de la rue parce que je ne saurais pas faire. Par contre, si tu as envie, viens une première fois. Et puis nous, on fait aussi très régulièrement des événements. Donc une fois par mois, on organise nos apérus, donc les apéros avec les gens de la rue. Il faut toujours faire des petits, toujours des petits jeux de mots. Vraiment, nous, on est à fond. À la cloche, c'est vraiment notre truc. Nos apérus, c'est aussi un moyen d'approcher les personnes. On va les voir une première fois en disant semaine prochaine, on va chez tel commerçant on va faire un événement karaoké. Viens si tu as envie. Puis ensuite, en connaissant les personnes, on essaie aussi d'adapter un peu nos événements. Il y avait de grosses envies de faire un tournoi de pétanque l'année passée. Et en fait, là, ça a rameuté aussi plein de personnes de la rue qui avaient envie de venir faire un tournoi de pétanque. Qui a eu lieu l'année passée, Mais non, mais on en fait régulièrement. Après, faut toujours trouver de nouvelles thématiques. Mais c'est vrai qu'à Marseille, la pétanque, ça marche quand même bien. Et pour le coup, il faut trouver des choses qui sont toujours exactement. Qu'on soit avec ou sans domicile, vraiment, on peut jouer à la pétanque. Donc c'est ça. Et le karaoké aussi, ça marche très bien. Figurez-vous. Donc voilà. Tu parlais de citoyenneté tout à l'heure. Ouais. Et il y a deux aspects. Évidemment, il y a des gens à la rue qui ne sont pas citoyens français. Mais t'en as qui le sont, mais qui pour en avoir côtoyé aussi beaucoup dans le cadre des actions sociales, qui ont perdu leur papier, qui ont des problématiques d'accès, ne serait-ce qu'à leurs propres droits, etc. Comment ça se... Est-ce que justement, en re-rentrant dans ces actions, re-rentrant dans l'action, participer aux apéros rue, organiser, aller au contact de l'autre et tout, ils se ressentent peut-être plus citoyens et reviennent justement à se dire ok, allez, je vais aller refaire ma carte d'identité, je vais pouvoir réavoir accès à mon RSA, enfin... Ça remobilise ce genre d'action et t'en as vu comme ça des parcours qui permettaient justement de revenir
à cette vraie citoyenneté? Enfin, toi, on est tous citoyens et même eux sont des citoyens, et donc comment ils s'engagent? Ah oui, oui, complètement. Nous, on a vraiment ce truc où ils n'avaient plus confiance en personne, en rien. Ils voulaient vraiment rester seuls. Ils disaient, mes papiers, à quoi bon? Enfin voilà. Et c'est vrai que quand typiquement arrivent les présidentielles, on parle un peu politique. Il y en a qui disent vraiment, mais alors, moi, je suis en dehors de tout ça. Et en fait, petit à petit, en discutant avec eux, par exemple, le programme Mon Taf Solidaire aussi, il faut avoir les papiers. Et du coup, ils se disent, tu vois, si c'est un commerçant que je connais, qui serait prêt à me payer pour l'aider un peu à monter sa terrasse, et tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas aller refaire ma carte d'identité? Voilà, ça les remobilise comme ça. Et nous, on sait très bien les orienter aussi vers des partenaires qui vont avoir cette démarche aussi, un peu cette posture un peu, disons, un peu à la cool. Enfin, on adapte aussi énormément en fonction de la personne. Si c'est des personnes qui ont besoin d'avoir un truc très carré, on peut les orienter vers des acteurs publics qui vont pouvoir leur faire un truc hyper carré avec un rendez-vous. S'il y en a qui ont beaucoup plus de mal, on va aussi appeler le partenaire. Écoute, voilà, lui, il est dans une démarche de peut-être refaire ses papiers. Prends-le comme il est, peut-être qu'il va venir 4-5 fois avant de le faire, et ça c'est vraiment grâce au réseau marseillais pour le coup. Aujourd'hui on connaît tous les acteurs associatifs marseillais, on se connaît très bien entre nous, et il y a cette facilité de pouvoir passer un coup de fil en disant ça y est, Roger il a envie là, donc voilà, on le soutient et on le maintient, et voilà, ça c'est vraiment le gros aussi à Marseille, le gros plus qu'il y a à Marseille. Français ou pas français, à la fin ils peuvent être citoyens de leur propre territoire. Exactement, c'est ça. En tout cas, acteurs, oui. En tout cas acteurs de leur territoire, et effectivement pour le coup on a aussi pas mal de personnes migrantes aussi qui viennent à nos actions. Après nous il faut adapter toujours par rapport à la langue. On parlait de la langue tout à l'heure. Ouais, exactement. Ça va être ça qui va être le plus compliqué, parce que vu qu'on veut que beaucoup de nos actions soient faites en autonomie par nos bénévoles, pour leur redonner vraiment aussi ce pouvoir d'agir et eux de faire et de montrer leurs compétences aussi. Typiquement parler anglais, ça peut être compliqué. Donc nous, on essaie de lever ces barrières pour que ce soit le plus simple. Mais on a l'association Kipawa, Karine, qui était passée aussi ici. Ouais, bien sûr, qui est passée, voilà, et qui vient. Nous, on adore ce côté mixité aussi, où on va avoir des bénévoles de la cloche français et tout ça, qui vont pouvoir faire une action en fait de bénévolat avec des personnes issues de l'immigration, et même sans se parler, il y a quelque chose qui va se passer, et les deux vont faire vraiment un pas vers l'autre. C'est hyper enrichissant. Le petit guide, justement, il est édité aussi en anglais ou juste en français? Ah, d'accord. Il est en anglais, voilà, effectivement. Et ensuite, sur notre site internet, il peut être en plusieurs langues. Mais il est en français et en anglais. Et au niveau du fonctionnement des moyens dont vous disposez, des budgets dont vous disposez, est-ce que, là justement il y a la caméra, est-ce qu'il y a besoin de bonne volonté? Est-ce qu'il y a besoin de privés qui s'investissent à vos côtés? Est-ce qu'il y a besoin de locaux? Voilà, si vous avez des petites annonces à faire passer, c'est le moment. Voilà. Oui, non, c'est clair. On en a toujours, pour le coup, dans le secteur associatif, et notamment à Marseille, il y a des besoins. Mais nous, depuis la fin de Coco Velten, effectivement, on n'a pas de l'eau, on est hébergé. Je rappelle ce qu'est Coco Velten pour ceux qui nous suivent. Coco Velten, c'est un tiers-lieu à Marseille qui a réuni beaucoup d'acteurs de Marseille, 30 assos, dans lequel vous étiez très impliqués et qui récemment est en train de se réorienter, le lieu physiquement se réoriente. Complètement, oui, effectivement, tu fais bien de le redire, parce que nous on a l'impression à Marseille que tout le monde connaît, mais Exactement. En fait tout le monde ne connaît pas Coco Velten, et du coup voilà, on est hébergé par des associations partenaires, là le temps de retrouver des locaux, mais du coup il y a cet enjeu effectivement de retrouver un local dans lequel nos bénévoles puissent venir récupérer des flyers, faire leur thermos de café pour aller faire les rencontres de rue et tout ça, c'est un de nos enjeux, et que nous salariés on puisse avoir des bureaux aussi. Donc ça, voilà, gros enjeu. Et puis toujours des sujets aussi de financement. Par exemple, sur notre programme Mon Taf Solidaire, on est sur la 2e année du coup d'expérimentation. Ça fonctionne très bien, on a réussi à le montrer. Maintenant, on a vraiment envie de pérenniser le projet. Et du coup, on cherche des sponsors, on cherche des parrains qui pourraient aider en fait à payer les heures d'insertion des personnes sans abri. Parce qu'aujourd'hui, en fait, notre modèle, c'est que pour inciter le commerçant à embaucher quelqu'un de la rue, on fait un tarif dégressif. Donc ça va être 5 €, mais les 15 autres euros qu'il faut payer, aujourd'hui, c'est la cloche qui les paye. Du coup, nous, on cherche un peu comme ça, donc ça représenterait des trucs à 3 000 €. Donc on essaie de chercher des sponsors. Par personne, tu veux dire 3 000 €, ça permet de remettre quelqu'un dans l'emploi, exactement, c'est ça. Sur un temps donné, et de lui donner l'opportunité de faire un certain nombre d'heures. Exactement. Il fait plus ou moins 6 mois dans le programme. Et nous, ça permet aussi aux commerçants de pouvoir, lui, se lancer. Et ensuite, pourquoi pas d'embaucher la personne directement. Et pérenniser l'emploi s'il trouve le modèle économique avec lui. Exactement, c'est ça. Nous, c'est un petit coup de pouce qu'on donne aux commerçants. Mais aujourd'hui, du coup, on cherche des partenaires financiers qui peuvent nous aider là-dessus. Et là, on a déjà 2 binômes, par exemple, qui sont confectionnés. Et du coup, on essaie de chercher. Ouais. Du coup, on a 2 binômes là sur l'année 2024. Mais du coup, on est en attente de financement pour voir si on va pouvoir les lancer. Donc voilà, exactement, tu as tout compris. C'est vraiment... Et puis, toujours des gens pour aller consommer solidaire chez les commerçants, chez les 110 commerçants, du coup, que vous pouvez retrouver
retrouver sur le site de la Cloche. Et puis des gens qui veulent devenir bénévoles, non, avec grand plaisir pour le coup. Toutes les personnes qui ont envie de s'impliquer dans ce projet, on les prend avec plaisir. Aujourd'hui, vous arrivez à couvrir tous les arrondissements ? Non, on n'est pas sur tous les arrondissements, on est dans le centre et le sud, on va jusqu'à la Pointe-Rouge. Par contre, on s'arrête au 3e par exemple, on n'est pas encore présent dans le 3. Donc dans le 3 et dans les quartiers nord, on n'est pas encore présent. Mais bon voilà, on nous pousse, on aimerait. C'est justement là peut-être le besoin bénévole, peut-être sur des quartiers qui ne sont pas encore pris en charge, qui pourraient des personnes qui aimeraient vraiment activer leur quartier et t'accompagner. Par exemple. Ouais, complètement. Et typiquement, voilà, sur le 3e, nous, on se dit c'est un peu faute de ressources qu'on ne se lance pas parce qu'on ne peut pas continuer à tout faire. Exactement. Mais oui, il y a des... vraiment... Et puis toutes les personnes, de toutes les manières, nous, on cherche un peu à avoir des ambassadeurs, ambassadrices de quartier. Donc vraiment, la personne qui a envie d'être juste en lien dans son quartier avec les gens de la rue et quelques commerçants, nous, c'est le ou la bénévole. C'est aussi qu'il y a des quartiers où la rue, il y en a beaucoup moins aussi. Oui. C'est souvent. C'est le premier qui concentre, je pense, premier, deuxième. C'est le principe des grandes villes sur les gens à la rue, quoi. Ils se concentrent souvent sur les mêmes quartiers. Souvent, c'est le centre-ville. Bien sûr. Et même s'il y a de la précarité dans les quartiers nord, la précarité de rue, c'est pas la principale. Donc, exactement. Évidemment, il y a aussi ça qui joue. J'imagine, mais... Centre-ville surtout, parce qu'aussi beaucoup d'acteurs associatifs sont dans le centre-ville. Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une personne à la rue, elle va se réveiller dans un quartier, elle va devoir aller prendre une douche dans un autre quartier, elle n'aura pas forcément les moyens de se payer un ticket de métro, donc en plus, si elle arrive à frauder ou il faut qu'elle fasse un peu la manche avant. Ensuite, il y a un petit déjeuner, mais à aller prendre dans un autre arrondissement. Et ensuite, si elle a une démarche administrative à faire ou... Voilà, c'est un peu le parcours du combattant. Donc c'est vrai que si on arrive à recentrer ça déjà dans le centre-ville, c'est déjà pas mal. Mais par exemple sur le sud de Marseille, il y a de plus en plus d'acteurs associatifs aussi parce qu'il y a des gros besoins aussi. Et ça, on n'a pas forcément conscience. Mais oui, non, ça se développe en tout cas. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a tendance toujours à la pauvreté, tous ces problèmes-là, à les situer dans les quartiers nord de Marseille, voire dans l'hypercentre autour de la gare et du Vieux-Port. Et là, en fait, on se rend compte que le Sud aussi a son content de laisser pour compte et de gens à la rue. Nous, on a le réseau, le réseau du Carillon qui est présent dans le centre et dans le sud de Marseille. Dans le sud, on a des commerçants hyper engagés et on a surtout des personnes très sédentaires qui bougent pas du sud, là pour le coup. C'est vraiment un truc qui reste dans leur quartier, qui ont leurs commerçants solidaires, qui vont leur proposer. On a une fromagerie dans le sud qui propose des fromages en attente, mais du coup, en plus, les personnes sont super sympas. Voilà, et à côté, il y a une baguette. Mais je trouve ça top. C'est se dire qu'en fait, la personne, elle est à la rue, elle a le droit à avoir son bon morceau de comté. Et en fait, on fait appel à la solidarité du quartier et les gens sont aussi hyper solidaires, hyper engagés et contents de pouvoir donner un truc à un niveau très, très local. Et quand on ne sait pas trop comment adapter aussi et sa relation avec la personne et le besoin qu'il va nous faire ressentir, parce que des fois, nous, ce qu'on dit souvent en formation, c'est juste aller demander à la personne ce qu'elle veut. Vous allez être hyper surpris par sa réponse. Ça va être du café. Parce qu'en fait, il va vivre à côté dans un petit squat, il pourra faire son café. Ça va être l'été, ça va être une pomme, peut-être pas une pomme l'été, mais une tomate. Enfin voilà, il y a vraiment des demandes plutôt que de vouloir offrir un sandwich jambon fromage, demander à la personne ce qu'elle veut. Et là, typiquement, consommer solidaire chez les commerçants, ça fait que la personne a le droit de choisir après son morceau de fromage. Il y a aussi, je trouve que c'est un genre de cycle un peu vertueux parce qu'il y a aussi, parfois on tend pas la main parce qu'on est un peu gêné de le faire. Ouais. La personne elle est un peu gênée de recevoir aussi. Il y a ce truc un peu de lien direct avec la manche, comme tu disais tout à l'heure, qui est là. Et en fait, finalement, ça casse ce truc-là, puisqu'en fait, on va dire le consommateur va consommer chez le partenaire commerçant. Pour lui, c'est un achat normal, il fait juste une action et il sait que ça va aller à la personne qu'il aurait peut-être voulu aider en réalité, qui est assis à côté là même de la porte d'à côté. Le commerçant, lui, n'a pas ce lien direct et c'est un client comme un autre finalement qui arrive. Enfin, tu vois, il y a je trouve que ça gomme aussi un peu cet effet-là et finalement on peut se ressourire plus en direct en sachant que chacun a fait un geste mais sans le faire avec cette... Ça simplifie. Ça simplifie la relation. Et ça n'empêche pas d'aller parler à la personne et de boire un café avec. Ouais, bien sûr. Mais justement, c'est-à-dire que tu... Oui, sans ça avoir casse directement ce côté... nous, c'est un peu ce qu'on dit, on essaie de casser le rapport aidant-aidé. C'est ça, voilà. Et dans l'association, c'est-à-dire de se dire que vraiment, nous, les personnes, elles vont autant nous aider qu'on va les aider. C'est pas vraiment ce truc de la charité, on casse complètement et c'est bien pour ça qu'on propose aux personnes de la rue de devenir bénévoles de l'association. C'est vraiment pour casser cette dynamique et effectivement de passer par le tierce qui est le commerçant. Et ça va faire que la personne du coup à la rue va se sentir à l'aise à l'idée d'aller chez le commerçant parce que il sait qu'il y a ce petit pictogramme, il le sait que c'est un commerçant solidaire, il peut y aller. Et la personne effectivement cliente ou qui n'a pas forcément le temps. Donc c'est ce qu'on explique aux gens, c'est quand vous n'avez pas le temps, ne vous forcez pas à aller parler à la personne, parce qu'elle va le sentir.
Et elle va dire, ah non, mais enfin, allez-vous-en, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment y aller avec une bonne dynamique, être disponible en temps et en esprit. Pareil, En énergie, ouais. voilà, et en énergie, parce que en fait, il y a des personnes qui vont tellement avoir besoin de ce lien social. Comme je disais, 83% qui souffrent du rejet des passants. C'est pas des blagues, et même aujourd'hui, ça va peut-être encore plus loin. Et du coup, d'avoir une personne qui vous sourit et qui vous propose quelque chose ou qui a juste envie de parler avec vous, déjà, c'est énorme. Ouais. Qui vous considère en fait. Qui vous considère. C'est vraiment juste. Tu réponds bonjour. On ne peut ne pas avoir la pièce demandée. Bien sûr. sûr. Pour ceux qui font la manche, Ouais, par exemple, bien on sûr. peut ne pas l'avoir, mais ça n'empêche pas de dire bonjour monsieur et au revoir et bonne journée et je suis désolé. Voilà. Et nous, ce qu'on dit un peu dans ce côté casser le rapport aidant-aidé, c'est plutôt d'aller donner quelque chose à la personne, lui demander. Demander le métro le plus proche, il est où? Lui, si on est fumeur, lui demander un briquet. Et au moins, ça casse directement et la personne, elle va être un peu surprise, mais en même temps, elle peut être aussi hyper contente. Parce qu'en fait, ça crée un lien normal. Voilà, bien sûr. La personne, elle est considérée comme n'importe qui. Et même nous, on le sait de certains de nos bénévoles aussi qui font la manche. Ils disent des fois, c'est une manche en fait de lien social. On vient faire la manche parce que sinon, les gens ne viendraient pas nous parler. Ils vont nous prendre pour des fous si on vient leur parler. Mais on a juste envie de papoter et voilà, d'avoir passé un moment un peu sympa avec quelqu'un de son quartier. Donc, voilà. Merci. Merci d'avoir été avec nous sur ce HDQ. Merci Pauline. Merci à vous deux. Merci Natania. On se retrouve dans pas longtemps sur le prochain HDQ. On a été ravis de te recevoir. Moi aussi. On espère que les appels que tu as passés pour la cloche vont être entendus. Ouais, exactement. Vont résonner dans les bonnes oreilles. Vont résonner là où il faut. Et toutes et tous, on se retrouve bientôt pour le prochain. Vous pouvez nous suivre aussi sur tous les réseaux. YouTube, Facebook, Instagram, etc. comme je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à nous suivre, au contraire, pour découvrir des belles initiatives comme la cloche. À bientôt.